Les dernières nouvelles en Syrie. Il semblerait qu'Internet ait été coupé hier en Syrie. Les militants de l'opposition craignent que le régime plonge le pays dans l'obscurité pour davantage frapper encore. C'est dire notamment, par exemple, si l'importance des images et de leur circulation est grande dans ce genre de conflit. Le conflit, en l'occurrence, là, c'est la révolution contre le pouvoir de Bachar al-Assad. Comme, au fond, si, faute de lieu pour manifester ou d'armes pour lutter, Internet était aussi, et les images et la communication était un foyer important de résistance. Alors si la Syrie, par exemple, est coupée d'Internet, est-elle pour autant coupée du monde ? Eh bien non, et notamment aujourd'hui, entre autres, commence au Forum des images le festival Un état du monde et du cinéma qui consacre une large place au cinéma syrien, cinéastes, artistes, reporters, qui sont d'ailleurs peut-être les premiers artisans de la mémoire contemporaine de la Syrie d'avant et de pendant la Révolution. Et nous recevons justement aujourd'hui deux réalisateurs syriens. Ala Al-Abdallah, bonjour. Bonjour. Meyar Al-Roumi, bonjour. Bonjour. Et puis la grand reporter au Monde qui revient d'Alep, Florence Aubenas, bonjour. Bonjour. Et vous êtes aussi la marraine, on va dire, de ce festival au Forum des images. Et puis droit de suite, nous sommes avec Assad Zakaria qui nous avait notamment aidé à la traduction des témoignages que nous avions recueillis à Antakya. Bonjour Hassan. Bonjour. Et puis depuis, vous avez pu rejoindre la France où vous êtes dans les démarches homériques de demande d'asile politique, OFPRA, et voilà, peut-être que nous raconterez-vous ce feuilleton aussi un jour ou l'autre. Enfin, peut-être ça se passe comment ? Bah, écoutez, c'est la course, donc c'est la paperasse, la routine, enfin, il faut y aller, quoi. Je me trouve soudainement dans ce contexte, il faut que j'aille jusqu'au bout, quoi. On parle des dernières nouvelles de la Syrie. Que savez-vous, vous, Meyar Al-Roumi, Al-Abdallah, de ce qui se passe en Syrie, d'autres que ce que vous pouvez lire vous-même ici à Paris dans les journaux, ou de ce que l'on apprend par les dépêches AFP, ou des indiscrétions, ou de tout ce que n'aurait pas écrit par exemple dans Le Monde Florence Aubenas. Quels sont vos moyens de savoir où on en est, sachant d'ailleurs que l'on dit beaucoup que le régime n'en a apparemment plus pour très très longtemps. Qui veut répondre ? Al-Abdallah. Bon, on sait plein de choses, parce que justement ce matin, on était en train de dire, c'est-à-dire pour nous, nos ressources, c'est pas vraiment les journaux français. Donc, on est en contact. Moi, je fais presque 4 ou 5 heures de contact avec l'intérieur, donc je peux pas vivre sans ça. Et je pense, on a aussi hier, par exemple, avec une journée coupée, si on peut dire, une journée de rupture. Mais il y a des moyens, c'est-à-dire moi j'ai vu des vidéos par exemple de bombardement d'Alep hier vers 1h du matin. Donc ils trouvent les moyens pour faire livrer des images, des informations. On n'est jamais coupé vraiment, mais ça fait mal au cœur de sentir que les gens là-bas, ils sont un peu isolés à un moment avec cette rupture. C'est ça un peu. Parce qu'elle est quand même réelle, cette rupture. Bien sûr. Le ministère des Techniques et de l'Information syrien a parlé de problèmes techniques. Justement, nous, on avait pensé que ça peut être pour qu'ils se sentent libres, mais je pense qu'ils sont au sommet de la terreur pour pouvoir penser à être libres, mais c'est-à-dire pour faire plus de violence. Mais je pense, c'est ce qu'on a dit hier aussi vers la fin de la nuit, que c'est un changement de système technique pour pouvoir plus contrôler, pour pouvoir avoir plus de force techniquement. Alors, je ne sais pas. Meyar Al-Roumi. Moi, je suis à là, c'est-à-dire qu'en fait, avec Facebook et autres, on avait à la fois des images je dirais, de conflits, de ce qui se passe, et aussi on avait les impressions de nos amis qui sont chez eux, où leurs enfants entendent les bruits de bombardement. L'armée libre, en partie, elle est organisée pour pouvoir échapper si l'Internet est censuré, parce qu'elle peut passer via les réseaux satellitaires ou via les réseaux turcs libanaise de côté. Par contre, ce qu'on a perdu, c'est un peu
voilà la petite réflexion de soir d'un ami avant d'aller se coucher, etc., qui manquait et qu'il fallait téléphoner et par hasard. À qui on pouvait parler. Mais comme vous, de temps en temps, Hassan, vous arrivez, on ne dira pas où, mais à joindre votre père, vos 3 sœurs qui sont quelque part dans la région d'Alep. On resterait imprécis. Oui, c'est un peu la même chose. Hein. Donc, il fallait, moi c'est pareil, il fallait passer de coups de fil de temps en temps. Sinon, les soirs, j'arrive pas à dormir. Donc, je pense constamment aux miens, à mes amis, même à ceux que j'ai connus à la frontière en Turquie, dans le sud. Donc voilà, parfois on se sert surtout en fait de Skype et ça marche très très bien. Donc malgré la rupture, la coupure de communication. Sans refaire tout votre curriculum vitae, je rappelle juste que donc, vous êtes déserteur, hein, vous êtes professeur d'université, enrôlé de force dans l'armée pour votre service militaire et vous avez décidé de déserter pour ne pas avoir à tirer sur les vôtres et vous avez déserté comme vous avez pu de Turquie. J'imagine que c'est un des aspects intéressants en même temps que l'on observe, Florence Aubenas, quand l'on voit effectivement des rebelles faire la révolution, avancer pas à pas, se plaignant régulièrement de ne pas être armés par la communauté internationale, se débrouiller avec, on le sait, entre autres, ces choses invraisemblables de location de matériel militaire à l'armée régulière que l'on rend ensuite après avoir fait certains coups, mais aussi se débrouillant, j'imagine, avec toutes ces questions de réseau pour informer et rester en contact avec le reste de la planète et pour dire la révolution avance. Oui, et c'est vrai que quand on est journaliste, transmettre nos articles, transmettre les sons ou les images, j'allais dire, on est presque dans le même cas de figure. Oui. Voilà. Et ça, c'est assez les rebelles, vous, pendant Exactement. 3 semaines, presque un mois. C'est ça. Donc, moi, j'étais du côté des rebelles. Et alors, ce qui est très frappant, c'est qu'à la fois l'espèce de liberté que donnent les communications aujourd'hui, c'est-à-dire que quand on imagine, ne fût-ce que 20 ans en arrière, la manière dont on transmettait, qui était tout à fait préhistorique. Même 10 voilà. ans. Même 10 ans, voilà, ouais. exactement. Et aujourd'hui, où, en effet, en 2 minutes, vous réussissez ça. Mais tous les risques que ça implique, c'est-à-dire que vous savez très bien, et à Alep, et dans tous ces villages du Nord, dès qu'il y a un endroit où vous parliez, l'un de nous parlait des satellites et de la manière dont on peut transmettre par des téléphones, des Touraya, des téléphones satellites, etc. S'il y a une zone avec trop d'émissions satellites, elle est bombardée. Donc tout ça est extrêmement, c'est des sciences à la fois inexactes et dangereuses. Et très paradoxales. Plus on est content d'avoir de la communication, plus on risque en même temps de prendre une bombe sur la tête. Exactement. Et vous savez, il y a eu beaucoup d'endroits où les gens transmettaient qui ont été bombardés. On parle de tous les centres de presse. Alors quand on dit centre de presse, chaque fois ça me fend le cœur. Je vais vous dire pourquoi. Parce que on appelle centre de presse en général la maison d'un particulier qui est assez fou et assez engagé pour la prêter, et qui met dans son salon 3 personnes terrorisées avec un peu d'internet, quelques clés USB turques, une antenne sur le toit, et qui, en général, ça se finit mal. Donc en général, la maison est bombardée, en général, quelques personnes y laissent la vie. Et il y a là quelque chose de très beau, parce que ces centres de presse, je vous dis, c'est un salon avec 3 tasses de thé en plastique, et tout le monde fait comme il peut. Et vu d'ici, on dit, ah oui, il y a le centre de presse de telle ville, etc. C'est voilà. quelque chose qui est une improvisation. C'est une improvisation totale, à la fois très utile, à la fois qui marche tout à fait. Qui peut rappeler les salons bourgeois, quelque part à Lyon, pendant la Seconde Guerre mondiale, Exactement. où tel sous un lit envoyé des messages cryptés à Londres. Hein. Exactement. Et ces espèces de réseaux, j'allais dire, très informels et de citoyens sont toujours très beaux à voir fonctionner, à vrai dire. Je voudrais poser une question aussi à Hassan Zakaria et à vous, Alaa Abdallah et Maher Al-Roumi. Il y a des situations en même temps qui sont évidemment aussi très paradoxales, celle de savoir que la fin est peut-être proche, mais qu'elle va induire, qui sait, un regain de violence encore plus grande de la part de l'armée régulière. Vous me racontiez, Hassan, par exemple, que quand vous entendez que les rebelles sont sur le point, par exemple, de libérer le village de vos parents, vous êtes en même temps que vous êtes heureux, très inquiet de vous dire que l'armée régulière va bombarder ce village. Oui, alors bon, le régime, donc l'armée régulière, a toujours eu recours à assurer les endroits stratégiques, donc dont fait partie mon village. Mais bon, quand on regarde les faits sur le terrain, on voit bien que quand même les rebelles gagnent du terrain. Donc là, ils sont autour de Damas, donc ils peuvent quand même, ce qui est incroyable, ils peuvent pénétrer un peu dans les quartiers de Damas. Donc moi je regarde ces faits, j'observe ces faits, et c'est pratiquement
c'est mes sources, en fait, comme je disais tout à l'heure. Quand j'ai des informations par le biais de mes amis et tout ça, et donc je suis très très optimiste. Je crois que bientôt il va falloir que voilà, Bachar s'en aille. Donc pour moi c'est une évidence. Hein, donc, Alors, est-ce que vous avez une idée de quand? Est-ce qu'on est réellement, enfin, je sens vous faire jouer Madame Soleil ou Monsieur Soleil. Je regarde ma montre. Mais est-ce qu'on est sur quelque chose? Est-ce qu'on arrive à un moment, à un tournant ou pas de cette révolution syrienne? Malheureusement, depuis le premier mois, moi j'ai le même sentiment, c'est-à-dire je voyage beaucoup. À chaque fois quand je suis dans l'avion, je me dis, en descendant, il y aura quelqu'un qui va me serrer très très fort en me disant, ça y est, c'est fini. Tous les jours, on a ce sentiment. Et moi, même hier, on avait dit ça parce qu'il part, parce qu'il s'enfuit, parce qu'il est en train de préparer ses valises. Tout ça, ce silence, cette rupture. Mais pour moi, c'est pas son départ qui m'inquiète, c'est la violence, c'est-à-dire c'est la terreur, c'est la mort qui continue. Mais on a tellement payé, le peuple syrien a tellement donné. Maintenant, on compte plus les jours, mais on veut que la violence s'arrête. Et puis, moi, je veux pas qu'il parte, je veux qu'il reste et qu'il soit jugé. Mais on peut plus penser à ça. On pense surtout à en finir avec la mort. Florence Mayar El-Roumi. Moi, j'allais vous dire, elle est très intéressante votre question, parce que en fait, Bachar el-Assad, concrètement, il est déjà parti, dans le sens où il est là comme un gros méchant possédant l'armée à tuer les gens. Il n'y a plus que la terreur. Il n'a pas d'autre fonction, parce que dès le début de la révolution, les révolutionnaires se sont organisés pour créer des structures, pour déshabiller l'institution de Assad, pour dire qu'il y a l'union des artistes libres, l'union, etc., qu'on peut trouver sur Facebook et tout ça, ce qui fait que il est là juste pour tuer, et c'est ça qu'on a envie que ça s'arrête, enfin, pour rejoindre un peu ce que disait Alain. Florence Aubenas. Oui, c'est exactement ça le sentiment qu'on a quand on va en Syrie. Et là, je vous parle d'août, donc c'était il y a déjà un certain temps. C'est que pour tout le monde, il est déjà tombé. Enfin, en tout cas, quand on est dans le Nord, c'est une évidence absolue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de discussion là-dessus. Et donc, reste une personne physique, reste quelques personnes dans l'armée, reste son cercle rapproché, où il y a très peu d'informations qui filtrent. Et la seule question qu'on se dit, c'est quand est-ce que ce régime va imploser ? Et on sait très bien que la solution ne sera pas militaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une colonne qui va monter ou qu'il va pas y avoir la chute du palais d'hiver, enfin ça ne va pas se passer comme ça. Mais on se dit, voilà, comment les choses vont pouvoir se résoudre, alors que militairement ça n'est pas possible, alors que politiquement c'est compliqué aussi, puisqu'on demande à ces rebelles de mettre déjà sur pied un gouvernement, alors que tout le monde sait très bien que c'est impossible. Donc on est en train Les demandes de garantie de la communauté internationale elles ne sont pas pertinentes. Elles ne sont pas pertinentes, c'est-à-dire qu'effectivement, la sauvegarde de tous ces gens est de dire on ne fait pas une structure pyramidale avec un chef virtuel et un gouvernement virtuel, parce que c'est exactement comme ça qu'ils n'arriveront à rien. Donc on leur demande de faire quelque chose qui serait leur arrêt de mort, j'allais dire. Donc il y a là une très grande difficulté pour eux, et à s'armer puisqu'ils ne peuvent pas, et à faire de la politique puisqu'ils ne le peuvent pas non plus. Et tout le monde regarde en disant quelle monstruosité va se passer pour qu'enfin ça s'arrête. Nous revenons sur toutes les invités des matins aujourd'hui, Ala Abdallah Mayar El-Roumi, Florence Aubenas, Hassan Zakaria pour la Syrie à Paris, à l'occasion notamment donc du festival État du monde, État du cinéma au Forum des images qui démarre aujourd'hui jusqu'au 9 décembre. 8h17, c'est l'heure de la chronique de Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Marc. Mardi dernier, une page a sans doute été tournée dans le conflit syrien. Pour la première fois en effet au cours de cette guerre civile qui a déjà fait 40 000 morts, les forces rebelles ont abattu un de ces hélicoptères de combat avec lesquels le pouvoir baathiste traque et massacre les populations révoltées contre lui. Depuis mardi, plusieurs avions et hélicoptères ont à leur tour été atteints. Les forces rebelles disposent donc de ces fameux missiles sol-air qui leur faisaient tant défaut parce que l'Occident préférait leur refuser de peur qu'elles ne tombent entre les mains de djihadistes. Sur le terrain, les combattants les auraient récupérés dans une base dont ils se sont emparés. Les combattants de la Syrie libre sont à présent équipés d'armes lourdes, peut-être même de chars d'assaut. Le combat va cesser d'être
terriblement inégale pour cause de supériorité matérielle disproportionnée du pouvoir, qui disposait, en outre, d'une totale maîtrise aérienne. L'armée syrienne libre est en train d'étendre son contrôle aux zones frontalières avec la Turquie et avec l'Irak, ce qui lui permettra de s'approvisionner en armes et en munitions. Bref, sur le terrain, la rébellion progresse. Alors il est d'autant plus regrettable de voir la coalition nationale syrienne à peu près incapable de surmonter ses divisions afin de désigner les membres d'un véritable gouvernement de transition. Les frères musulmans, qui à travers le Conseil national syrien contrôleraient près de la moitié de cette coalition, se montrent trop gourmand. Alors c'est dans ce contexte que la 4e édition du festival Un État du monde et du cinéma inscrit à son riche programme une séquence consacrée aux images de la révolution syrienne. Le cinéma syrien, eh bien, il est méconnu en France. Il y a des cinéphiles érudits qui vous parleront de l'œuvre de Nabil El-Maleh, qui a également une œuvre de peintre et de poète et qui passe pour le grand cinéaste syrien de sa génération, même s'il a vécu une bonne partie de sa vie hors de Syrie, en Grèce et en Suisse en particulier. En particulier, on retiendra le film de Nabil El-Maleh qui s'appelle Al-Fad, le léopard, inspiré d'un roman assez célèbre de Haïdar Haïdar, l'histoire d'un paysan qui prend le maquis après avoir été exproprié. Oui, le cinéma syrien a une longue histoire d'engagement militant, de témoignage des réalités politiques et sociales surtout. Et c'est bien pourquoi le régime des Al-Assad, à peine installé au pouvoir à Damas, avait entrepris de museler les cinéastes. L'organisation nationale du cinéma, théoriquement indépendante, mais en réalité contrôlée par le pouvoir, obtint le monopole de la production. Elle ne produisait guère plus que 2 films par an ces derniers temps. La censure et surtout l'autocensure étaient sévères. En tout état de cause, il n'était jamais question dans ces films de sexe ni de religion. Quant à critiquer ouvertement le pouvoir, c'était bien sûr inconcevable. Alors, on se rabattait sur la cause palestinienne qui a inspiré de très nombreux films. Le cinéma syrien, longtemps complexé par celui de l'Égypte ou de l'Iran dans le domaine de la fiction, a une véritable tradition dans le domaine du documentaire. Un hommage sera rendu au père du documentaire critique, Omar Amiraleh, qui est décédé récemment avec la projection de son film de 2005, Déluge au pays du Bas, au cours de ce festival donc. Mais en ce moment sur place en Syrie, le cinéma du réel, eh bien c'est celui de ces innombrables amateurs qui, à l'aide de simples téléphones portables, témoignent, enregistrant, en prenant de très grands risques personnels, l'histoire de leur pays en marche. De quoi vous rendre peut-être jaloux, Meyar El-Roumi? La chronique de Brice Couturier sur France Culture FR. Meyar El-Roumi. Vous m'avez surpris. Absolument pas. Ravi de ce que nous arrive comme image. En regardant certaines vidéos, pas toutes, on voit l'acte de l'auteur de filmer pour un but, etc. Moi, je pense que il y aura une nouvelle génération audiovisuelle qui va arriver et qui va enrichir le travail audiovisuel syrien. Je parle à la fois de cinéma ou un travail, entre guillemets, d'expression journalistique à travers les médias, à travers l'usage des petites caméras et téléphones portables. Reste, je dirais, la qualité sonore à améliorer. Mais de toute façon, la bande-son, c'est toujours la même, c'est Allahu Akbar. J'en ai regardé toute la soirée hier. Il y a énormément, et la bande-son, je me disais, elle était assez monotone quand même. Heureusement qu'ils ont Allah, parce que franchement, avec ce qu'ils vivent, ils ont besoin de mettre le lourd poids des choses. Comme disait Tarek Obrou ici il y a une semaine, effectivement, quand on se retrouve dans une très grande misère et un grand désespoir, on se rabat tout de même sur Dieu. Allah Abdallah. Bon, moi, j'ai des choses à dire à propos de ce que monsieur vient de nous raconter à propos du cinéma, mais d'abord à propos de la guerre civile, que moi, je suis absolument contre cette expression. C'est une guerre contre les civils, c'est pas une guerre civile. On n'a jamais voulu faire la guerre. Pendant 1 an, le peuple syrien, les manifestants, ils ont insisté à sortir dans les rues sans rien, sans porter d'armes, sans faire appel à la violence. Donc, je suis
C'est douloureux de voir un résumé comme ça d'un pays qui souffre depuis 2 ans, qui souffre depuis 50 ans. Et on parle un peu facilement de ce qu'on vit là-bas, malheureusement. Donc d'abord, c'est pas une guerre civile et puis c'est pas des rebelles. Pour moi, c'est une vraie révolution. C'est une vraie révolution unique. C'est une révolution seule. On souffre dans la solitude. Hier, on parlait tout à l'heure de la rupture Internet, mais c'est un pays isolé. C'est un pays abandonné. Donc, ça me fait mal au cœur de parler un peu rapidement de tout ça et un peu légèrement. Ça, c'est une chose. Pour ce qui concerne le cinéma, on n'est pas complexé avec les Égyptiens ou les Tunisiens. Il n'y a pas du tout ça. Le cinéma syrien est fier de ce qu'il y a eu comme production parce qu'on avait toujours eu de la censure, on avait toujours eu beaucoup de difficultés pour faire des films, mais on a toujours eu des films magnifiques qui ont été censurés, qui ont été cachés, qui ont été rangés dans les boîtes, mais il y a eu toujours des très très beaux films syriens. Ça c'est une chose au niveau fiction. Au niveau documentaire, il y a eu très peu. Quand on parle d'Omar Amiralay, c'est un grand réalisateur, mais il a vécu souvent à l'étranger. Il a toujours essayé de travailler sur place. Depuis, parce qu'il était là en 68, il a participé un peu à la révolution des étudiants ici. Et puis, il est rentré depuis 70. Il a commencé à faire des films là-bas qui ont été censurés jusqu'à aujourd'hui. Vous avez été sa productrice, hein, oui, entre autres. Mais pas en 68. Donc, son premier film, la vie quotidienne d'un village syrien, qui a fait ce film au nord de la Syrie avec Saadallah Wannous à l'époque, il est censuré jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 40 ans, un film qui fait peur au régime. Après, il a fait plusieurs films, Les Poules, par exemple, qui a été censuré. Et donc, il a quitté la Syrie. Mais je veux dire que le documentaire n'a pas eu une large présence, malheureusement, dans le pays. Et au contraire, il a été toujours censuré. Et du coup, parce que monsieur, il a dit tout à l'heure que le documentaire existe, non. Il y a eu toujours un rapport très compliqué avec ce genre d'expression parce que c'est une façon de mettre la lumière sur la vérité, sur la réalité. Et nous, on était malheureusement sans lumière. Donc, c'est un travail très dur qui a eu toujours beaucoup de difficultés. Mais depuis 2 ans, il y a une renaissance, il y a une production magnifique qui se fait sur place avec les jeunes, avec les activistes, avec des vrais documentaristes qui essayent de travailler malgré le risque de mourir. Parce qu'il y a eu des morts, il y a eu des journalistes, il y a eu des photographes et il y a eu 2 documentaristes qui ont été assassinés sur place. Donc, oui. Le paysage n'est pas clair et le paysage n'est pas joyeux, mais malgré ça, on continue. Question pour Mayar El Roumi. Vous refusez, j'ai vu dans des interviews, la distinction précisément entre film de fiction et film documentaire. Et vous filmez, si j'ai bien compris, des histoires de vrais gens. Hein. Je pense par exemple des gens qui se débattent avec des difficultés de la vie quotidienne. Et ça, c'est vraiment un aspect documentaire. Rala, par exemple, c'est une espèce de road movie. C'est un genre qui se prête bien finalement à ce brouillage des frontières entre les genres, entre le genre documentaire et le genre fiction. Qu'est-ce qui vous permet de dire que finalement c'est la même chose ? En fait, Mayar El Roumi. Je pars, je dirais, aux origines de quelque chose. Qu'est-ce que c'est le langage cinématographique ? C'est une expression. Donc, en fait, on attribue, je dirais, par rapport à ce qu'on veut dire, la meilleure, on choisit l'outil pour s'exprimer. Donc, si ce que je cherche à dire passerait d'une manière beaucoup plus forte avec l'usage, je dirais, d'une caméra à portée,
caméra légère, bah, j'irai dans cette direction. Mais c'est des vrais acteurs que vous utilisez dans vos films. C'est pas un documentaire, normalement, on n'utilise pas d'acteurs. Et vous, on a l'impression que vous cherchez à brouiller les frontières entre les deux. Bah, c'est une recherche, c'est un travail. Maintenant, on regarde des films de fiction des années 50 et 60 et on regarde l'aspect documentaire de la voiture qui passe derrière les comédiens. Dans la fiction, il y a du documentaire, le paysage, la fleur. Elle est imprégnée avec un aspect documentaire de la chose. Mais dans un cinéma muet, il n'y a pas de fiction dans un cinéma muet que vous avez vu aussi, Florence Aubenas. Oui, c'est faut dire, juste pour situer un cinéma muet, c'est un film qu'on verra au Forum des Images à Paris, que vous avez réalisé et qui est très impressionnant parce que c'est un film sur l'impossibilité de faire un film. Alors comme ça a l'air de faire un petit paradoxe extrêmement facile, etc. Or, c'est un film extraordinaire, c'est-à-dire que moi, on me l'a envoyé, le Forum des Images me l'a envoyé. Donc, vous savez, vous imaginez, hier soir, je me dis, oh là là, je vais le rencontrer, je mets ça dans mon lecteur de DVD, en s'attendant à tomber justement sur quelque chose, soit une fiction bien carrée, soit un documentaire, etc. Et vous tombez sur un ovni absolu, qui est ce film qui est prodigieux et qui est qu'est-ce qui nous reste à filmer quand on ne peut rien filmer. Et c'est là, vraiment, on est dans quelque chose qui est... j'allais dire, on disait où est la fiction, où est le documentaire. Là, on est dans cette zone-là, et c'est extraordinaire. Et avec tout de même ceci qui est qu'à la fin, un de vos personnages vous interroge tout à fait directement, Meyer Al-Roumi, en vous demandant qu'est-ce que vous allez donc faire et pourquoi éventuellement, si tu veux rentrer en Syrie, enfin, est-ce que tu sais à quoi tu t'attends? كان بدي أسألك سؤال إنه أنت لما بتتخرج بدك ترجع لهون؟ إيه لما بدي أتخرج بدك تعاني؟ بدي إيه راح تكون مبسوط يعني لازم تكون عندك قدرة على التحمل. Vous nous faites les sous-titres à la radio? Bandar, donc un poète qui est inspiré de mouvements surréalistes en Syrie que j'adore, qui me pose la question à la fin du film, quand tu vas finir tes études, est-ce que tu vas revenir ici? Je lui dis oui. Il me dit il va falloir que tu supportes énormément et que tu viens avec une femme qui t'aime beaucoup parce que pour supporter ce qu'il y a, il faut qu'il y a quelqu'un qui soit à tes côtés. Et ça vous a ému également, par exemple, à ce moment-là, Hassan, parce que surtout, ce qu'on voit quand même, Meyer Al-Roumi, c'est que en tout cas, votre réponse, on ne sait pas ce qu'elle est, puisque le film s'arrête à la fin de la question, et on ne saura pas évidemment ce que vous lui répondez. En tout cas, vous avez donné la fin de mon film. On sait, oui, c'est ça. Moi, j'étais très ému, évidemment, parce que c'était une question essentielle, là, donc on ne peut pas vivre sans l'autre. Donc, et là, je suis d'accord avec, le poète Bandar Abdelhamid, donc... quand il vous pose cette question, Meyer, donc, et moi je pense qu'il a raison, donc on ne peut pas vivre sans joie, il faut toujours garder espoir et être optimiste, même si ça va mal. Donc ça a été toujours ma position, mon point de vue. Vous vouliez vous déserter depuis très longtemps. Je vous laisse la parole, bien sûr, Bressan, ne vous inquiétez pas. Vous vouliez vous déserter depuis très longtemps et vous vous êtes, on pourrait dire, improvisé comme beaucoup d'autres, photographe, reporter de votre passage à l'armée et dans les casernes. Vous en ferez d'ailleurs, on est en train d'essayer de voir comment monter ça, un blog sur France Culture, et je vois que l'œil et le sourcil de Florence Aubenas se lèvent et semblent être intéressés. Avec du téléphone portable. Mais qu'est-ce que vous aviez projeté à une époque de faire à ce point autant de photos, ou c'est la situation qui a créé, qui vous avait fait vous dire, au risque d'ailleurs de le payer cher, il fallait le faire vraiment en cachette, je vais photographier la caserne, les moments où on réunit arbitrairement, enfin tout ça, la salle de bain dégueulasse, toute votre vie de militaire là-bas. C'était un peu les deux, c'est-à-dire que je me suis trouvé dans ce contexte. Et puis moi, comme j'ai fait des études, donc si on peut dire, de photographie à l'EHESS, donc quand j'ai fait mon master 2,
Donc j'avais fait un mémoire sur la photographie, sur la fabrique photographique, tout ça, sur le photomontage. Et donc, la photographie, ça a été toujours une passion pour moi. Donc, quand je me suis trouvé dans l'armée, je me suis dit, bon, là, il faut absolument faire quelque chose. Donc, ne serait-ce que prendre des petites photos à gauche et à droite. Donc, je mitraillais avec mon téléphone portable, effectivement. Et vous avez même filmé le jour où on vous demande démocratiquement de tous voter comme un seul homme. Voilà, alors ça c'est exact, ouais, c'est ce que je fais exactement parce que l'approbation d'une nouvelle constitution. Enfin, parce que ça c'est du jamais vu. Alors là vraiment c'était la toute première fois que ça se fait dans l'histoire militaire en Syrie. C'est-à-dire que quand il y a une nouvelle constitution pour laquelle il faut voter, normalement les militaires, les soldats n'ont pas le droit, sauf avec Bachar al-Assad, avec la nouvelle constitution proposée par Bachar al-Assad. Donc moi j'ai vu des soldats de 18 ans, de 20 ans et qui étaient là à voter, mais ils étaient obligés. Donc sur 400 soldats, donc il y avait 5 qui ont voté non, et là on voulait absolument les trouver pour les punir. Et voilà, donc je me suis dit il faut que je filme ça. C'est mon devoir, c'était mon devoir. Donc, mais filmer dans une caserne, ça ne s'est pas assimilé dans un État autoritaire à de l'espionnage ? Vous risquez pas si, carrément... pour le régime, bien sûr. Ah oui. Non, mais il a planqué, il faut le dire, hein, vous avez planqué votre portable dans l'uniforme. Voilà, j'ai opéré un petit carré dans ma pochette. Et là, j'avais mis le téléphone portable. Donc, avec mon blouson, je cachais des fois l'objectif, le téléphone portable. Bon, c'était un truc artisanal, c'était pas professionnel, mais bon, il y a quand même quelques éléments qui prouvent que effectivement, ça c'est... Une question pour Meillard El-Roumi. Vous dites dans vos interviews que le surréalisme, c'est une bonne manière d'exprimer le caractère chaotique de la vie en Syrie, d'épouser les rythmes de cette vie chaotique. Est-ce que ça n'a pas été aussi une manière de contourner la censure, d'égarer le censeur ? C'est une façon je dirais, c'est une façon de pouvoir garder la joie à l'intérieur malgré l'absurdité de ce qu'on vit au quotidien ou à quoi on est confronté. Il vient d'en parler de comment il a caché la caméra. Moi, je trouve qu'il n'y a que des belles et des jolis souvenirs. Il n'y a pas juste le résultat qui est malheureux d'être amené à cacher une caméra. Mais le surréalisme, vous dites que vous êtes très inspiré par le cinéma surréaliste, expressionniste, mais aussi surréaliste. Est-ce que c'était pas aussi une façon de dissimuler des messages politiques ? Parce qu'après tout, en Espagne aussi, sous Franco, il y a eu tout un cinéma surréaliste qui avait aussi une fonction critique sociale comme ça, mais dissimulé, quoi. Cachait sa charge. Je ne suis pas inspiré cinématographiquement par les surréalistes, mais en tout cas, la pensée, je dirais, qui relève de l'absurde, on l'attribue tout le temps, pas un jour, à Damas ou ailleurs, on dit « Ah, c'est surréaliste, comment les gens arrivent à circuler comme ça dans cet chaos ». Alors, Alaa Abdallah veut la parole depuis un petit moment, il y a Daniel Salnave. Alaa Abdallah ? Oui, moi je suis très touchée par le témoignage de Zakaria et je pense que c'est ça, il faut qu'on écoute à la radio. Malheureusement, il ne faut pas parler d'un pays qui est en train de mourir avec des paroles un peu qui viennent des anciens journaux. Donc je suis très très touchée par ce témoignage et je trouve que c'est surréaliste de parler du cinéma surréaliste maintenant en parlant de la Syrie. Il faut parler du quotidien, il faut parler de la mort, il faut parler de la terreur. Je faisais référence à une interview toute récente donnée par Meillard El-Roumi qui dit « Académiquement, je suis inspiré par le cinéma surréaliste, donc je n'ai pas inventé ça. » Je suis désolée, je ne vous ai pas coupé, monsieur, mais moi, je suis très triste pour mon pays et j'aimerais bien qu'on parle du pays et du cinéma du pays. Et même Meillard, il est là, c'est-à-dire en personne. C'est-à-dire lui aussi, il a des choses très intéressantes à dire en direct. C'est ça, je parle du direct. Et si je peux me permettre, je vais donner une note comme ça permet d'un basculement. En fait, on a parlé tout à l'heure de ce qu'on demande à l'international. Effectivement, on a longtemps, l'armée libre a demandé des armes pour pouvoir résister au gouvernement. Là, le 11 décembre,
vous pouvez avoir des informations sur le site de Souria Hurriya, si vous le tapez Oui, et sur donc vous Google. êtes un des membres fondateurs, hein, c'est le groupe de Un soutien des à la membres. révolution syrienne. Et Hala fait partie Et pareil, aussi bien sûr, de Hala la aussi. direction. L'idée, c'est qu'on organise un train qui part de Paris vers Strasbourg dans le but de vraiment, avec des citoyens qui sont solidaires à la cause du peuple syrien pour presser sur le Parlement européen d'agir d'une façon de protéger le peuple syrien. Moi, j'ai juste une Dalla. petite chose, parce que par rapport à la photo dans une caserne, que bien sûr, c'est un acte interdit et puni. Mais il faut savoir que la Syrie a toujours vécu comme ça. C'est-à-dire, c'est interdit d'avoir une photo. Donc, c'était une caserne, si on peut dire. Et du coup, de ça, moi, je veux qu'on parle de ce courage, de cet acte maintenant très fort, que les manifestants, ils arrivent à nous fournir des images. Notamment les images, mais qu'en sera-t-il d'ailleurs quand la révolution sera achevée, qu'une Syrie nouvelle, et on ne sait pas encore les contours, sera en train de se construire, mais qu'en sera-t-il tout de même des souvenirs que vous n'aurez au fond peut-être jamais pu enregistrer grâce au cinéma? Moi, je vous ai bien lu, Florence Aubenas, dans vos reportages, et notamment quand vous interrogez un informaticien syrien, il essaie de se souvenir de comment était la vie avant la révolution. Et vous dites, mais il n'y arrive pas. Et il n'y aura que très peu d'images, au fond, aussi. Oui, justement. Et on a toujours eu peur de faire une photo dans la rue. On a toujours eu peur de filmer. C'était même interdit, hein, je pense que les gens... Oui, mais malgré ça, on a toujours réussi. Moi, j'ai fait 3 films en Syrie sans autorisation. Donc, on arrive parce que les gens, ils ont envie de parler, parce que les gens, ils ont envie de passer des messages, parce que nous, on a envie de témoigner. Donc, on fait beaucoup, beaucoup d'efforts, mais en même temps, on sait qu'un disque dur qui comporte des images représente une bombe pour le régime. Donc, c'est un truc très délicat, mais en même temps, on prend le risque. Ah, vous l'avez fait, bien sûr, il y en a beaucoup qui ont réussi malgré tout à le faire, évidemment. Oui, et pour resituer le contexte, c'est-à-dire c'est effectivement ça, des gens qui prennent le risque de faire ça, mais ce risque-là, c'était pour vous resituer ce qu'était la Syrie avant la Révolution. C'est-à-dire que vous mariez, hein, puisqu'on parlait de mariage et de trouver une femme, vous mariez, vous sortez sur le pas de votre porte en disant « Tiens, on va faire une photo de groupe comme après n'importe quel mariage », c'est interdit. Là, on n'est pas en train de filmer dans une caserne. C'est-à-dire qu'un mariage, une scène tout à fait privée, où vous photographiez sur le pas de votre porte pour fêter un événement tout à fait familial, était une chose interdite. C'est-à-dire que là, la police s'arrête et vous embarque. C'est-à-dire c'était ça la Syrie. C'est ça qu'il faut se souvenir. Alors quand on dit faire des documentaires au péril de sa vie, etc., c'est ça que ça veut dire. C'est que même un tout petit geste, et quand on dit cette imbrication de la vie quotidienne et du reportage, c'est ça dont on parle. Et c'est ça que je trouve très intéressant aujourd'hui, c'est ce brouillage entre vie publique, vie quotidienne, où on ne savait plus ce qu'on avait le droit de faire et ce qu'on n'avait pas le droit de faire. Quand la police est à ce point dans votre vie, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible, à qui on a le droit de parler, à qui on a le droit d'adresser la parole. C'est-à-dire que vous êtes à l'école, ce qui se passait en Syrie, vous étiez à l'école et on fait des questionnaires aux enfants de 6 ans demandant quelle chaîne vous regardez à la maison. C'est-à-dire c'était ça la Syrie. C'était cette imbrication d'un régime qui était partie prenante dans votre vie, qui était avec vous devant la télé, qui était à l'école avec vos enfants, et cette imbrication, elle était effrayante. Et c'est ça que montrent ces films, et c'est ça qu'ils ont de merveilleux, c'est de montrer cette vie complètement, j'allais dire, pourrie, gangrénée par ce régime. Extrait du film de Omar Amir Allahi, Déluge au pays du Basse, une classe d'enfants qui vont chanter la gloire du dictateur. Meir Al-Roumi, vous êtes le chef opérateur de ce film, Omar Amir Allahi. Ça, vous avez pu le filmer
Comme si de rien n'était, on va filmer la vie quotidienne d'une classe sans éveiller les soupçons de ce que, en fait, évidemment, le film dénoncera, cet embrigadement partout, dès l'école. Qu'est-ce que vous voulez? Le film, il veut tout dire. C'est-à-dire, à partir du moment où vous mettez, je veux prendre un exemple. À partir du moment où vous décidez d'interviewer, par exemple, un général de l'armée syrienne sous la dictature de Assad ou de son père, et vous lui dites, je voudrais que vous me parliez de votre opinion sur telle question. Il est obligé de répondre tel que le gouvernement lui a dicté de répondre. S'il parle librement, il est assassiné. Donc, les enfants, à cet âge-là, on leur demande de chanter la chanson qu'on fait répéter chaque matin, un peu à la Pink Floyd, ils vont la chanter. Ce qui est joli, c'est que en regardant les images, on voit que les enfants commencent à chanter en rigolant, à répéter ça. Ils s'en foutent de contenu. Ils le répètent en boucle depuis des années. Daniel Salnave? Oui, il nous reste peu de temps, mais j'avais deux questions à vous poser. L'une, vous répondez dans l'ordre, ou à aucune, ou à l'une des deux. Mais l'une, c'est dans quel état va être le pays qu'on va découvrir quand enfin l'horreur s'arrêtera. Ça, c'est une question. L'autre, c'est plus moins une question qu'une observation. On a le sentiment que le cinéma lui-même est partie prenante et que c'est le cinéma qui évolue et qui est travaillé par le travail que vous faites. Je pense que c'est le cas peut-être dans d'autres pays. Je pense à un film d'un cinéaste palestinien qui s'appelait 5 caméras, qui racontait comment 5 caméras ont été détruites pendant le tournage. Et c'est extrêmement important que ce soit mis en scène en quelque sorte dans le film. Voilà, ce sont au fond une remarque et l'autre plutôt une question que je vous pose à tous les deux. Tous les trois, Florence comprise. Bon, moi je pense que après la chute du régime, il y aura un pays à construire, c'est sûr. Il y aura des tombes à visiter, à mettre des fleurs sur les tombes. Et il y aura beaucoup de... je pense on va s'embrasser pendant longtemps, on va se serrer dans les bras, on va pleurer, on va faire... à manger, on va faire tout ce qu'il faut pour vivre normalement parce que depuis 2 ans, les gens n'arrivent pas à vivre et on va construire surtout un pays démocratique, laïque. On ne va pas lâcher, ça c'est sûr. On ne va pas céder. On ne va pas dire que oui, comme ils disent ici et ailleurs, que les islamistes vont dominer. Non, on va rester vigilant. On va savoir comment construire un pays, surtout avec une société civile et laïque. Ça, c'est au niveau... et ce n'est pas des paroles, c'est une vérité, parce que depuis le début de la Révolution, on est conscient, on sait que ce n'est pas évident, après 40 ans de souffrance et de tyrannie. Donc, on va savoir comment avancer lentement, et comment avancer sagement, parce que c'est pas du tout évident. Et surtout, je pense, on va essayer de rester entre nous sans armes. Vous savez tout de même que dans les commentaires de la communauté internationale, d'aucuns disent qu'après Bachar el-Assad, ce sera les islamistes au pouvoir en Syrie, et qu'on se demandera bien pourquoi il aura fallu faire la révolution. Pour moi, d'abord, en tant qu'une femme syrienne, en tant que cinéaste, je n'ai pas peur des islamistes. Moi, je pense que même s'ils viennent, ça ne me fait pas peur, mais je sais que je ne les accepte pas. Je vais pouvoir continuer à lutter et je vais pouvoir continuer à avoir ma place, à défendre ma place en tant qu'une femme laïque et démocratique et qui veut tout donner pour son pays, pour qu'il soit debout et qu'il reste debout. Quand vous entendez ce commentaire-là, Meillard El-Roumi? Moi, je pense que chacun... Comme les Tunisiens, les Égyptiens, les Syriens donneront la place aux islamistes. Il donne son impression et son sentiment de ce que ça va être l'après-Bachar. Moi, il y a quelques mois, je disais j'étais très heureux parce que je vois l'émergence de mon pays tel que j'ai toujours rêvé. Aujourd'hui, je dis bon, est-ce que c'est mon fils qui va être ravi d'appartenir
à ce pays merveilleux. C'est-à-dire pour moi, le temps de rétablissement de la Syrie va être beaucoup plus long. Après, sur le concret de ce que c'est, ce qui va arriver, est-ce que c'est les islamistes, on le voit partout. Le peuple a demandé des choses pour vivre. C'est pas la question des religions, etc. Je pense à base économique et pour la Syrie aussi le respect. À partir de là, on voit ce qui se passe en Égypte. Les frères musulmans, ils sont arrivés et là, ils sont pas d'accord, ils descendent dans la rue. Donc la révolution continue et va continuer. Et nous, on est aussi des moteurs. On était anti ou contre Bachar. Et pour Allah contre Hafez dans le passé, parce que moi je suis beaucoup plus jeune, enfin un petit peu plus jeune, mais notre travail va pas s'arrêter quand Bachar va tomber. Florence Aubenas, est-ce que vous avez rencontré, vous qui les avez côtoyés notamment sur place, les rebelles, agacés souvent de ces analyses, notamment invoquant la communauté internationale et en disant il faudrait peut-être qu'un jour ou l'autre, ceux qui observent ce qui se passe chez nous se rendent compte qu'on a juste envie de vivre libre et à peu près normalement comme tout le monde. Voilà, c'est vrai que on a ici en France, en Occident en général, quand on est envoyé spécial dans un pays comme la Syrie, c'est vrai que vous avez le coup de fil de votre rédacteur en chef, moi parce que je suis au Monde, mais tous les journalistes en fait, disant alors tu as vu des djihadistes, ils sont où, ils ont des barbes comment, quelle longueur, voilà. Et cette obsession, elle est aussi la nôtre. Donc je pense qu'il faut en prendre conscience. Il faut prendre conscience que nous, c'est ça qu'on regarde, c'est ça qu'on scrute. Alors ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, bien sûr, mais je pense qu'il s'agit, et on l'a largement évoqué ce matin, il s'agit avant tout ici de jeunes gens de 17 ans, de personnes âgées de 60 ans qui sont en train de se révolter et dont le problème n'est pas de savoir si c'est un djihad ou pas un djihad, mais de savoir si Bachar al-Assad va tomber ou pas. Et on est dans cette logique-là, on est dans un problème syrien, on n'est pas dans un problème de savoir si un émirat ou je ne sais quoi va se mettre en place. Donc c'est avant tout pour eux cette problématique-là. Qu'à côté de ça, il y ait aussi une partie de djihadistes, c'est certainement vraisemblable. Maintenant, je pense que ça ne change pas l'ensemble de la situation, qui est vraiment une situation de renverser un régime, qui n'est pas autre chose. C'est une question minuscule, c'est à la femme laïque que j'adresse cette question. Est-ce que ce ne sera pas important de commencer, et probablement c'est déjà fait, à nouer des relations avec les autres mouvements, tantôt des femmes en Tunisie ou dans d'autres pays, qui militent effectivement pour cette laïcité. Oui. Et est-ce que l'accession de la Palestine à ce statut intermédiaire d'observateur ne va pas encourager quand même quelque part des mouvements laïques ? Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous ? C'est une bonne nouvelle, mais c'est une nouvelle très qui arrive trop tard, depuis 50 ans. Donc, c'est pas une très bonne nouvelle pour moi, ça change pas énormément, mais pour vous rassurer, c'est sûr pour nous. Moi, ça me fait confiance, les femmes tunisiennes, les femmes en Égypte. Ça me donne de l'espoir et du courage. Donc, on continue tous. Bien sûr, nous, on regarde et on écoute et on échange avec les autres qui sont un peu plus en avance par rapport à notre situation, à nous, femmes syriennes. Mais c'est surtout, je pense, c'est la solidarité entre tout le monde qui va nous aider à continuer. Alors Hassan Zakaria a changé de place, il s'est installé avec son oud devant les micros du studio de matin de France Culture. Et vous allez, Hassan, nous jouer un air de votre composition, enfin même deux si on a le temps, mais on va commencer par le premier, je crois, une promenade au bord de l'âme. Une promenade au bord de l'âme. C'est une musique que j'ai composée en 2004, au mois de juillet 2004 en Syrie, et que j'ai retravaillé un petit peu en France, donc la même année.